chers amis, chers téléspectateurs, vous allez vous dire, mais où est Daniel? Mais Daniel, elle est dans le froid, dans l'hiver, pour une bonne cause. Hein. Je ne vais pas révéler sa vie privée, mais c'est pour une bonne cause. Mais nous avons Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Gérard, bonjour à tous et bonjour à tous nos téléspectateurs. Très bien, nous avons Emmanuel. Ravi d'être avec vous. Et nous avons Eddy à nouveau, qui a fait l'effort de venir malgré... Je vous présente mes excuses. D'être venu 2 fois. 2 fois de suite, c'est pas sérieux. Et puis naturellement, mon vieux frère Christian qui est toujours avec tous les téléspectateurs. Sauf quand il est au Brésil, en Hollande, enfin, sauf au Canada. Celui qui va lancer l'offensive, ça va être Emmanuel qui va nous parler de la chute du gouvernement Barnier et de ses répercussions pour les Outre-mer. Et je vous autorise à dire vraiment ce que vous pensez. Oui. Alors, il y a beaucoup à dire, donc on va essayer de restreindre quand même le propos. D'abord, le gouvernement tombe, et avec cette chute du gouvernement tombe toute une série de dispositifs qui étaient attendus, nécessaires, utiles pour la Martinique. Alors, on peut les lister. Il y avait des aides qui étaient attendues pour l'agriculture. Donc, les agriculteurs aujourd'hui sont en carafe devant cette situation. Il y avait des aides qui étaient attendues par le monde du BTP en particulier. Il y avait notamment un dispositif qui consistait à obtenir que le BTP soit classé en secteur de compétitivité renforcée et pour permettre notamment à ce secteur de sortir de ses difficultés. Il y avait des dispositifs de reconduction de la LODEOM. Ça a été un combat homérique porté par les socioprofessionnels et d'ailleurs nos députés pour que ce dispositif ne soit pas abandonné. On est passé à côté de ça. Alors, la LODEOM, ce sont des dispositifs qui permettent notamment aux entreprises d'avoir des économies de charge pour leur permettre de continuer d'investir et d'embaucher. Ça veut dire qu'à la clé, si la LODEOM n'était pas reconduite, la conséquence va se mesurer très clairement en termes de faillite et de chômage. Il faut en être conscient. Et puis, il y a les conséquences plus générales qu'on est en train de mesurer aujourd'hui au niveau national, mais chez nous également. L'impôt qui va augmenter, parce que l'ajustement des barèmes entre celui de l'impôt et de l'inflation ne pourra pas se faire. Il va en parler. Et donc, là, on va payer cette facture-là. Le fait qu'un budget n'existe pas, en tout cas pas un budget... C'est un budget qui va peut-être exister, mais qui ne va pas porter un projet. Parce qu'un projet sans budget, ça s'appelle un rêve. Alors qu'un... donc voilà, donc on est dans cette difficulté-là. Donc il y a beaucoup d'incertitudes. Et ces incertitudes se traduisent par des comportements économiques de tous les agents qui vont freiner, qui vont se mettre en situation d'attente. Et ça va ralentir considérablement notre dynamique économique avec des conséquences qui vont se mesurer. La situation, je pense qu'on n'a pas mesuré la gravité du geste de la censure pour nous. Et puis enfin, on ne peut pas passer sous silence ce dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est le fameux protocole Vichère qui a été négocié dans des conditions que l'on connaît, que l'on sait. Ce protocole qui a obtenu toutes les signatures, dont les signatures de nos propres députés, et au terme de combats là aussi compliqués, enfin, on a tous vécu ça, et qui permettait, et ce protocole qui aboutissait à la contribution de tous les acteurs pour faire baisser les prix de 20%, avec un étage qui avait été validé, c'est-à-dire on commence par l'État, qui baisse sa TVA sur un certain nombre de produits, qui propose également des solutions pour pouvoir compenser les frais d'approche. Donc ce sont des décisions d'État qui étaient inscrites dans le projet de loi de finances. Et ça, c'était acté, c'était rentré dans le projet de loi de finances. Et dès lors que le gouvernement tombe, ce projet de loi de finances devient caduc. Et donc, ce premier étage de la fusée n'existe plus. Et donc, les étages inférieurs se retrouvent démunis, puisque l'ACTM avait décidé, et il avait dit clairement qu'il ne baisserait l'octroi de mer que si l'État baissait sa TVA. Et puis, toutes les conséquences sur les étages du dessous, c'est-à-dire le transport, la logistique et les distributeurs, qui devaient simplement répercuter ces baisses sur leurs marges, se retrouvent dans l'incapacité de faire baisser les prix.
Et donc, je trouve que ce geste de nos propres députés, je pense qu'il faut quand même dire les choses, qui, d'un côté, le matin, se battent pour obtenir un accord, mettent une signature sur un document, et qui, le soir, finalement, rendent caducs leurs propres travaux, parce que la vie politique, malheureusement, c'est parfois, et en l'occurrence, la démonstration là, elle est flagrante, c'est répondre à des injonctions qui viennent de loin, donc du parti, et au détriment de la volonté de ses propres électeurs. Et ce décalage, je trouve, est quand même très, pose question et mérite une analyse pointue. On fait partie d'un groupe politique, on a un temps de parole, on a accès à des possibilités parlementaires, faire partie de commissions, donc des avantages qui peuvent servir le pays. Et en même temps, on doit donc réfléchir à ce qui est bon pour le pays. C'est cornélien, quoi. Mais en l'occurrence, c'est pas le pays le fléau n'a pas penché du côté du pays. On le constate, c'est comme ça. On peut même rappeler qu'il y avait quand même une de nos députées qui avait travaillé sur un projet de loi qui était sur le point d'être voté dans sa niche parlementaire. Et le matin même de la censure, elle avait obtenu des accords du Sénat. Enfin, on était sur une voie qui était prometteuse. Et cette loi avait toutes les chances d'être votée. Et donc, cette même députée a saboté son propre travail. C'est paradoxal, mais c'est la loi parlementaire. C'est dommage. Pourquoi la démission d'Emmanuel Macron ne résoudrait pas la crise politique? Parce que c'est ça, il faudrait qu'il s'en aille. Si on en croit, si on en croit l'opinion publique, si on en croit les 48 ou 49% de Français. Eddy. Oui, en fait, c'est une option souhaitée par des sondés. Oui. On est bien d'accord, hein? Oui. Bon. Imaginons qu'Emmanuel Macron démissionne. Il faudrait pour ça que ça ait des conséquences sur le dénouement de ce blocage politique. Il y a peu de chances que ça en ait, sauf si on assiste à une espèce de raz-de-marée de l'extrême droite ou du nouveau Front populaire. Il y a peu de chances. Il y a peu de chances parce que les sondages en lien avec la démission de Macron sont aussi suivis de sondages qui testent présidentielles, législatives, ouais. Voilà, de sondages prédictifs sur d'abord les présidentielles et ensuite les législatives. Ouais. Bon. Ben, c'est mal barré et ce qu'il faudrait, c'est une recomposition, comme ça a eu lieu en 1974, en 1981, etc., une recomposition du paysage politique, c'est-à-dire que des partis acceptent de fusionner ou de s'allier pour trouver une majorité. Ce n'est pas encore le cas, tout simplement parce que les petits jeunes là, qui sont arrivés au pouvoir, parce qu'il faut quand même, manquent singulièrement d'expérience, et à l'inverse, j'emploie le même vocable, expérimentent un certain nombre de situations. On a beau leur dire « ça ne marchera pas », ils le font. Alors, par exemple, nos 4 députés, là, qui sont des petits jeunes en politique, on est bien d'accord. Ce n'est pas des gens qui ont 20 ans ou 25 ans d'expérience en tant que députés. Bon. On leur a dit, bon, les mecs, ça ne sert à rien, et les mecs et les nanas, ça ne sert à rien de voter une censure, parce que de toute façon, le gouvernement va peut-être tomber. Il y a beaucoup de chances que le Premier ministre ne soit pas remplacé par lui-même et qu'on mette quelqu'un d'autre, mais les équipes ne vont guère changer. Il est illusoire, ils sont tous de gauche, il est illusoire de penser que Macron va mettre un Premier ministre de gauche, parce que ce Premier ministre de gauche, au lieu de faire 57 jours, il va faire 25. Même pas, une semaine. Wow. Une semaine, puisque la majorité des gens qui sont dans l'Assemblée sont hostiles à un gouvernement de gauche. Bon. Donc, parce que là, ce serait droite, plus Macron, plus RN, et ça fait largement plus de 320, c'est 289 la majorité. Bon. Donc, c'est pas la peine. Bon. Et ils le savent, hein, mais ils oublient de le dire. Donc, bis repetita. Cette fois-là, ce qui va changer, c'est que les députés ne vont pas oser voter une deuxième censure. Parce que sur un plan politique, le prix d'une deuxième censure, il est électoral cette fois-là. C'est-à-dire que l'électeur dit « Ouais, c'est super sympa, vous avez, entre guillemets, viré
le gouvernement, mais faites pas ça 2 fois parce que au 1er janvier, j'en paye directement les conséquences. J'ai cité 2 éléments pour compléter ta liste. Un, les Français ne pourront plus faire leurs courses avec leur ticket restaurant. Au revoir. Et pour beaucoup de ménages, c'est une solution, financée entre autres par les entreprises. Hein, on est bien d'accord. Bon, ça n'existe plus. Et bien évidemment, Emmanuel a souligné l'augmentation des impôts, mais surtout l'augmentation du nombre de gens qui vont devenir imposables. Et des milliers de Martiniquais vont devenir imposables. Donc merci à nouveau nos députés. Donc ça, ce ne sera pas possible 2 fois. Donc, ils vont bien évidemment se calmer. Ils ont voulu faire joujou parce qu'ils savent que la sanction qui, d'ordinaire, suit la censure de gouvernement, c'est la dissolution de l'Assemblée. Or là, ce n'est pas possible avant juin. Donc on a fait joujou. Oui. Mais là, juin, c'est bientôt. Hein. Juin, c'est bientôt. Donc on rejoue le coup de la censure, dissolution, et il y a fort à parier que le prix d'une espèce d'expérimentation, parce que c'est des apprentis sorciers, hein, très clairement. Bon, on balance le gouvernement et puis advienne que pourra, bénéficie à l'un ou l'autre des camps de manière majoritaire. Et il n'est pas exclu que le camp macroniste, en raison des turbulences multiples et diverses, retrouve une majorité, ou le RN retrouve une majorité, trouve enfin une majorité à l'Assemblée nationale. Ça veut dire en clair que la majorité des gens, notamment le NFP, qui ont joué les apprentis sorciers, aboutissent non pas au but recherché des missions de Macron, mais à l'arrivée au pouvoir, soit du Rassemblement national, soit d'une alliance droite plus macroniste. Développe pour nos auditeurs, téléspectateurs, la raison pour laquelle, si les choses restent en l'état, cette fameuse loi spéciale, c'est la hausse des impôts du fait de la démission du gouvernement. Oui. Ouais. En fait, pourquoi les impôts vont augmenter si on ne fait pas ce qu'il faut. Si on ne fait pas ce qu'il faut. Alors, faire ce qu'il faut. Alors, il faut que les gens se rassurent. Les retraites seront payées, les salaires seront payés grâce à ce qu'on appelle une loi spéciale qui va être votée très rapidement. Dès qu'on a un gouvernement, donc la semaine prochaine probablement, puisque Macron dit, donc au moment où cette émission est diffusée, on a théoriquement il annonce un Premier ministre. Bon, jeudi soir. Bon, cette loi spéciale va permettre de gérer les affaires courantes, et de lever de la dette. Parce qu'il faut quand même dire aux gens que si la France ne lève pas de dette, les salaires ne sont pas payés. Ouais. C'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que c'est un peu comme nous en Martinique. Si, à terme, la CTM n'a pas recours à un emprunt obligataire, elle sera en faillite. Il faut dire ça aux gens. Il faut dire aux gens qu'on ne peut pas décréter qu'on ne paye plus quand on est une collectivité. Une collectivité doit tourner. Une entreprise, il n'y a pas d'argent, cessation de paiement, liquidé. On ne liquide pas une collectivité. Donc tu penses que la loi spéciale qui a déjà été proposée, elle est prête. Elle est prête. Oui. La loi spéciale permettrait de renouveler le budget et en même temps de déclencher le processus de fonctionnement budgétaire de l'État. Oui, il y a deux colonnes dans la vie. C'est plus et moins. Plus, c'est, en fait, pour une collectivité, c'est recevoir de l'argent. Donc là, en l'occurrence, lever des impôts et lever de la dette, c'est-à-dire emprunter. Et puis le moins, c'est dépenser des salaires, etc. Par contre, tout nouveau projet de dépenses, les fameuses lois, les fameux projets qu'on devait voter, non. Jusqu'à ce que, sauf si on y met 2-3 choses, cette loi spéciale, elle ne doit pas dépasser 4 articles. Normalement, c'est un article. J'autorise, le Parlement autorise le gouvernement à lever l'impôt, lever la dette et à dépenser pour payer les salaires. Y compris d'ailleurs dans les investissements des collectivités. Tout à fait. Les dotations, parce que les dotations seront versées pour le fonctionnement, mais pas pour l'investissement. Ça veut dire que les communes... vont payer les salaires et c'est tout. C'est tout. Elles ne pourront même pas rentrer dans les investissements d'infrastructures de leur territoire. Pour finir sur l'impôt, pour expliquer... Le rehaussement du barème. Voilà, en fait, chaque année, chaque année, le gouvernement dit la chose suivante: je relève le barème imposable, on va dire ça comme ça, pour éviter qu'à cause de l'inflation, des gens, mécaniquement, doivent payer plus d'impôts.
OK? Voilà. Mais plus d'impôts, ça a deux conséquences. Un, chacun de vous va payer plus, enfin, chacun de ceux qui sont imposables. Je ne rappelle qu'il y a seulement 9% des foyers martiniquais qui payent l'impôt. Hein. OK? 91% ne paient pas l'impôt. OK? Bon, c'est déjà un petit problème. Mais non seulement ça, mais en plus, des gens qui étaient sous le fameux barème, comme l'inflation va faire monter ce barème, eh ben, ces gens deviennent imposables. Donc, par exemple, des gens qui sont célibataires, je vais vous donner le chiffre, hein, célibataire, 2 000 € net par mois, boudoum. Célibataire, ça va jusqu'à 1 800. Alors, tous les gens qui nous écoutent, là, qui gagnent 1 800 € par mois net et qui payent pas d'impôt, il y a de très fortes chances qu'au 1er janvier, alors vite un gouvernement, vite le vote du budget pour qu'on puisse rattraper ce délire. Et puis dans la foulée, naturellement, un nouveau projet de loi de finances pourrait être, dans la foulée, janvier-février, pour être voté et rediscuté. S'il y a un vrai changement politique, il y aura un nouveau budget, mais si c'est les mêmes et on recommence, ce budget-là, il n'a pas été examiné. Hein. Il n'a pas été examiné, on n'a pas voté dessus. Je vous rappelle que, enfin, on rappelle, vous le savez, mais aux gens qui nous écoutent, que la motion de censure, c'était sur le budget de la sécurité sociale. Absolument. Le budget de l'État n'était pas arrivé. Ouais. Donc, il va probablement revenir avec des ajustements, parce que ça se négocie en coulisses à ces temps-ci, et il va être voté. Vous allez voir qu'il va être voté extrêmement rapidement, parce que même les députés seront impactés. Absolument. Donc, c'est terrible. Bon, dans tout ça, il faut, pour payer des impôts, pour dépenser de l'argent, il faut en gagner. Notre pays a une source, c'est mon avis, je le donne, j'aime pas tellement donner des avis personnels, qui est quasiment tarie, en tous les cas qui n'est pas exploité, c'est le tourisme. Et par l'exemple du sujet que je donne à Frédéric, il va nous expliquer comment on fait pour gagner de l'argent et créer de l'emploi, de l'économie avec le tourisme. Frédéric. Oui, est-ce que tu me permets d'introduire par l'actualité de la SCOP? Absolument, je t'avais demandé de voir ça. Oui, je t'en remercie. Alors, la SCOP Nouvelle Génération qui a annoncé avoir réuni 4 millions d'euros. Précise à quoi ça correspond, batelière. Alors oui, je Oui. parle de la batelière, Oui. excusez-moi, la SCOP pour moi c'est une évidence, mais c'est Mmh. la SCOP de la batelière. Et elle revient avec une proposition de 4 millions, comme je vous le disais, avec l'appui d'un grand groupe hôtelier français, qui est le groupe Akena, qui a été racheté en 1992 et qui comporte une trentaine d'hôtels, hein, de 2-3 étoiles dans l'Hexagone, d'une soixantaine à une centaine de chambres, donc qui est un garant financier de taille, qui s'appuie également sur un investisseur hôtelier antillais qui est basé à New York, qui n'est pas hôtelier mais qui est antillais, et du groupe martiniquais CETIM, qui a une véritable expertise dans le domaine immobilier et qui garantit en tout cas de pouvoir pourvoir à 1,5 million d'euros. Donc voilà de quoi relancer l'offre de l'équipe et nous aurons la réponse du tribunal de commerce, la décision finale d'ici quelques jours. Mardi, Voilà. le 17. Voilà. Le 17, 18, 17. Le 17. Un détail, ouais. Tout ça très frais. Que la classe ouvrière, c'est comme ça. Hein, que la classe ouvrière s'associe au grand capital avec même des financiers américains. Moi, je suis très content de la fracture de ces clichés pour maintenir l'emploi, le travail pour le pays. Ça, c'est du véritable patriotisme. Je trouve en tout cas Bravo. je trouve en tout cas que le tourisme et l'hôtellerie occupent un rang dans l'actualité que je ne lui connaissais pas en C'est Martinique. super. Tout ce qui s'est passé est super à ce niveau-là. Et- À la limite, j'aurais dit rouge. C'est pour ça. Attention quand même. Attention à Attention, ce non, que mais vous pour- dites, attention. J'aurais dit le mec qui déchante. rouge pour l'hôtellerie. Voilà ce que j'aurais dit. Non, mais je Précisément, on va penser. parlais de la SCOP. Ouais. C'est bien, c'est une bonne initiative, mais il faut faire attention. Ouais. Parce que, tu sais, l'histoire martiniquaise est pleine de rêves, ok, et d'illusions perdues, surtout. Donc, ok, mais il ne faut pas que les gens puissent rêver sans que les choses soient structurées. Et tu le sais parfaitement, on a subi un maximum de désillusions au cours de toutes ces années. Et parfois, ça réussit. Oui, non, c'est bien, c'est pour ça Parfois, qu'il faut réussit. soutenir. Mais Tu sais de quoi je vais parler. Ça réussit parfois. Il y a quand même deux aspects dans le dossier. Il y a l'aspect investissement et puis il y a l'aspect Gestion. exploitation. Gestion. Et l'exploitation, il faut dire les choses aussi, la Martinique n'est pas outillée pour exploiter convenablement des hôtels comparativement à tous nos concurrents des îles voisines. Et ça, c'est un vrai problème
qui fait que c'est compliqué de rentabiliser un hôtel compte tenu des coûts d'exploitation qui sont 10 fois plus importants chez nous qu'à Sainte-Lucie, qu'à la Dominique et ailleurs. C'est Frédéric la spécialiste, alors ne vous mêlez pas. Je ne suis spécialiste de rien, je suis simplement une passionnée du tourisme. Donc Eddy parle Et de rêve. un acteur du oui. tourisme. Eddy, merci Eddy. Eddy parle Une actrice, je t'en Une prie. actrice, pardon. Et Eddy parle de rêve et donc la transition est toute trouvée pour les îles Caïmans, n'est-ce pas? Ouais. Donc les arrivées de touristes aux îles Caïmans ont augmenté de 2022 à 2023 de façon fulgurante, passant de 284 milliers de touristes à 429 milliers, ce qui est une augmentation de 13% en une année. C'est fulgurant pour un si petit territoire. Alors, rappelons que les îles Caïmans sont un territoire britannique d'outre-mer qui est juridiquement indépendant du Royaume-Uni et à ce titre qui applique ses propres lois. Et la problématique aujourd'hui des îles Caïmans, c'est comment être un paradis fiscal et le rester. Voilà. Et par conséquent, la voie du tourisme est toute trouvée. Donc l'idée, ce n'est pas de polémiquer sur le fait que les îles Caïmans sont un paradis fiscal, c'est de pouvoir expliquer comment la recette du tourisme, et je vous le partage si vous le permettez, la recette du gâteau du tourisme a été opérée et comment elle a réussi. Donc, pour pouvoir avoir une bonne recette du tourisme, il vous faut le bol transparent du contexte idyllique, de nature, de plage. On le voit ici, la Caraïbe, je pense, n'a pas à rougir de tout cela. Ensuite, il faut la farine de la fiscalité. Tu m'as fait très peur. La farine, la farine de la fiscalité. Alors, tu l'as souligné, il y a eu de l'abus de cette farine Oui. qui est devenue de la poudre aux yeux avec la loi Ponce, qui a eu un bilan désastreux avec finalement 5 milliards d'euros de défiscalisation et à peine 1800 emplois par an et 5000 personnes qui se le sont distribuées. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, un véritable levier, et les îles Caïmans-Lapique, qui sont un centre financier mondial, avec des voyageurs d'affaires de par le monde et qu'ils veulent capter, il n'empêche que les avantages fiscaux aujourd'hui sont attractifs et l'ont toujours été. On peut aussi parler des aides financières du FEDER pour nous, si tant est qu'ils soient un jour fléchés sur nos entreprises touristiques. Alors, le jaune d'œuf, pour faire ce gâteau, le jaune d'œuf, c'est l'aérien ou les croisières, les connexions. Alors, je vais citer la Rosa Harris, qui est la directrice du département du tourisme des îles Caïmans, qui dit « Le pont aérien est l'oxygène de l'industrie touristique de nos îles et notre équipe mondiale a travaillé dur en s'engageant avec les compagnies aériennes pour restaurer les itinéraires et les sièges. » Donc, le jaune d'œuf aussi, c'est la croisière, puisque la croisière a été remise au goût du jour par les îles Caïmans. Enfin, il nous faut le beurre ou l'huile, selon ce que vous préférez, qui est le tourisme interne. Je me répète, l'objectif est de pouvoir capter ce tourisme, je le répète aussi, d'affaires, et de pouvoir le conserver sur le territoire. On ne fait rien sans le tourisme domestique, on ne fait rien sans le tourisme interne. Je ne sais pas si on l'a vraiment très très bien compris dans les Antilles françaises, mais par exemple pour la France, 70% du tourisme est domestique. Et la Réunion l'a parfaitement compris avec le quartier des Hauts, qui est un tourisme dit touristico-ludique. Et enfin, il faut le fouet, le batteur, qui est la communication, la promotion. Alors là, mais il ne faut pas, voilà, mais il y a tous les ingrédients qui sont présents. Et alors là, oui, on peut parler d'un très bon élève avec un beau batteur automatique, pas qu'un fouet, un marketing via des influenceurs avec Insta et TikTok, des budgets de 600 000 $, vous vous rendez compte, sur 3 ans avec des influenceurs, une campagne extraordinaire, Mémé Monsta, avec un voyage d'influence, on parlait du voyage de presse la dernière fois, qui a coûté 40 000 $, et puis l'utilisation aussi de médias professionnels avec la collaboration de journalistes, on va dire, de presse écrite pour une clientèle qui souhaite approfondir et une légitimité de la destination. Il faut véritablement tous ces éléments, ces 5 éléments pour faire une recette du tourisme. Je peux donner un fouet de communication, par exemple, pour Cuba ou pour la Jamaïque, qui sont respectivement la salsa, Buena Vista Social Club, et le reggae avec des ambassadeurs culturels tels que Bob Marley et ses enfants. Voilà. Très bien. Très, très, très bien. Donc, le tourisme. Juste un petit mot pour dire que l'île de Grenade, il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu dire comment elle a tiré les investisseurs. Oui. Parce qu'ils ont opté sur le tourisme et c'est un élément important en tout cas. Cette photo ressemble beaucoup au lieu d'accueil de Christian Boutan. Oui. Devriez l'appeler, parce que chez lui, c'est comme ça. Parce qu'il est un acteur touristique. Ah ben ouais. Bon, parlons maintenant de notre secteur qui est parfois décrié, mais qui fait vivre quand même pour nous ici plus de 5000 familles, la banane, mais aux îles Canaries avec des particularités qui ressemblent beaucoup aux nôtres.
Oui, alors les îles Canaries, c'est un archipel espagnol qui est au large du Maroc, avec plusieurs îles, la plus grande étant Tenerife, et qui abrite plus de 2 millions 300 000 habitants. C'est quand même, quand on compare les choses avec la Martinique, c'est quand même bien plus peuplé. Et une des grandes spécialités de ces îles, c'est la banane. Et c'est une banane qui est réputée. Alors, c'est très particulier parce que la banane, il y a un marketing autour de la banane des Canaries qui joue sur la couleur jaune vif et sur les petites taches noires qui, chez nous, sont perçues comme étant des inconvénients. Eux, ils ont traduit transformé ça en avantage et en marqueur de qualité. Et donc, c'est une banane qui a une vraie réputation. Et il y a un vrai savoir-faire dans la culture de la banane aux îles Canaries. Le marché des Canaries, c'est l'Espagne, essentiellement. Et donc, ils dépendent de ce marché quasi unique. Et aujourd'hui, les Canaries sont confrontés à une crise majeure, un peu d'ailleurs de même nature que la crise que traversent aussi les Antilles françaises, avec deux grands facteurs de crise. Le premier, c'est tout simplement le réchauffement climatique. Et là, les îles Canaries sont arrivées au seuil où la température moyenne rend réellement la culture de la banane problématique, avec notamment des effets sur le cycle du mûrissement, où les bananes mûrissent sur pied plus vite que prévu, et donc rendent la production invendable. Et donc ça, c'est un vrai problème. Et là, on prend la mesure pour nos îles, parce que c'est vrai aussi chez nous, de l'impact économique du réchauffement climatique. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, tout ça se fait en frontal avec une concurrence extrêmement féroce, extrêmement vive, en provenance des pays d'Amérique latine, Amérique du Sud notamment, qui sont des pays qui exploitent des bananes sur des propriétés 1000 fois plus importantes que ces petites îles, donc avec des coûts de production ramenés à la banane qui sont 100 fois inférieurs, et puis avec des pratiques culturelles qui sont sans aucun contrôle, on va dire, écologique. Les pesticides, ça va bien, enfin, on met ce qu'il faut pour que ça produise beaucoup. Et donc, ces produits arrivent sur le marché espagnol à des coûts beaucoup moindres que les coûts de production de la banane des Canaries. Et donc là, il y a une concurrence qui se joue sur ce marché et les ventes s'effondrent. Et tout ça lié à des volumes de production qui sont quand même importants et qui contribuent paradoxalement à baisser le cours de la banane. À tel point qu'en 2023, les Canaries ont pris une décision, ce qu'ils prennent de temps en temps quand il y a trop de bananes sur les marchés, qui consiste à retirer leur production du marché pour empêcher les cours de s'effondrer. Et donc, quand vous êtes un producteur de bananes et que vous devez assumer cette décision, vous imaginez à quel point c'est difficile, parce que vous mettez à la benne des tonnes et des tonnes de bananes. En 2023, c'est 26 millions de kilos de bananes qui ont été jetés, tout simplement parce qu'il fallait empêcher les prix de baisser trop. Vous voyez, donc on est dans ces paradoxes-là. Et donc ça, c'est un véritable drame. Et puis le troisième facteur qu'il faut quand même noter pour les Canaries, qui est quand même une singularité, c'est que vous savez qu'aux Canaries, il n'y a pas d'eau naturelle. Et donc l'eau est produite par dessalement de la mer. Ce sont des mécanismes qui coûtent cher. Et la banane, qui consomme beaucoup d'eau, consomme aussi cette eau dessalinée, avec tous les impacts de coût et les impacts, là pour le coup écologiques, qui ne sont pas bons, parce que dessaler de l'eau, ce n'est pas forcément très vertueux sur le plan écologique. Pas du tout. On consomme de l'énergie fossile pour tout ça, etc. On rejette de la saumure. Exactement. Donc, pour toutes ces raisons, là, on est sur une contrainte propre à l'île qui rend, là aussi, cette culture compliquée. Et donc, voilà, une fois qu'on a dit ça, la question, quand on est un peu un chef d'entreprise ou un constructeur, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions pour essayer d'améliorer la situation? Premièrement, c'est continuer d'investir dans ce qu'on appelle la résilience écologique et la résilience climatique. Donc ça veut dire mettre de l'argent dans la recherche pour trouver la bonne espèce de banane qui est résistante à des chaleurs plus importantes. Donc ce sont les laboratoires internes à ces producteurs qui doivent faire le travail. C'est
peut-être imaginer des modes opératoires nouveaux autour de l'agroforesterie, autour de l'irrigation durable. Enfin, il y a des recherches et développements qui doivent être activés autour de tout ça. En tout cas, ça oblige ce secteur à être inventif, à être dans l'innovation, parce que s'il reste dans ces pratiques sans bouger, ils sont certains que ça va s'effondrer. Et puis enfin, réfléchir aussi, il y a même des réflexions qui sont menées par des groupements des Canaries, qui est de dire qu'il faut réguler la production, donc diminuer la productivité, c'est quand même incroyable, que la diminution de la productivité devienne un enjeu économique. À être trop productif, finalement, on met trop de produits sur le marché et on dégrade son offre. Donc on revient peut-être sur une culture plus lente. Voilà, il y a un certain nombre de planteurs qui réfléchissent plutôt dans ce sens-là. C'est dire que les réflexions sont quand même très ouvertes. En tous les cas, ils n'envisagent pas d'arrêter. Une respiration, un petit jingle. On va rester dans le tourisme, mais pourquoi j'en ai fait un sujet de ce dont va parler Frédéric, un sujet sociétal, c'est pas bon, un sujet de société, c'est parce que c'est un rapport qui est assez vieux, mais qui conserve toute sa modernité dans ses principes, dans ses conseils et dans les analyses qui sont faites. Un rapport de M. Michel Magras. Oui, alors pas si vieux que ça, le rapport d'information du sénateur Gérard, qui a été déposé en 2011, mais c'est vrai qu'il met en lumière des diagnostics et des défis du secteur d'aujourd'hui. Et c'est là où on voit que les choses n'ont pas beaucoup avancé entre 2011 et 2024, je vous le concède. Alors le diagnostic, pour être synthétique, c'est le déclin de la fréquentation touristique dans les Antilles françaises depuis 2000. C'est un état des lieux du tourisme dans les Antilles françaises, donc Martinique, Guadeloupe. Des fermetures massives d'infrastructures vieillissantes hôtelières, une dépendance économique à la clientèle de l'Hexagone, des lacunes de formation professionnelle, un potentiel sous-exploité, patrimoine, diversité. Vous connaissez ces diagnostics par cœur. Et puis les recommandations du sénateur qui sont la diversification des produits touristiques, notamment le tourisme vert, la rénovation des infras, le ciblage de nouveaux marchés, ces fameux marchés d'Amérique du Nord et de reconquête du Canada, l'environnement, etc. Alors, et puis la relance de la croisière. Donc, en fait, ce rapport d'information de M. Magras, il est pertinent, mais il soulève, à mon sens, ce rapport permanent de la politique et du tourisme, à savoir dire des vérités, mais n'essayer de ne fâcher ni la population, ni les investisseurs ou les acteurs du tourisme. À savoir que la première chose, je regardais même le sommaire, il y a tout un chapitre qui est consacré uniquement au tourisme durable, au tourisme vert. Je ne dis pas que ce n'est pas bien le tourisme durable, mais il y a comme cette envie de faire passer la pilule parce qu'il y a cette sorte de tension d'une population qui, en vérité, en a assez du tourisme, qui considère que c'est du surtourisme, qui considère à bon escient, qui considère que la responsabilité sociétale est importante et puis qu'on n'a pas forcément envie d'accueillir. Je pense que c'est là où on devrait étudier les choses, plutôt que d'aller vers ce qui provoque un véritable choc touristique économique, puisque en réalité, nous avons été très traumatisés par une fiscalité, par une loi Ponce, par des programmations qui ont été assez difficiles en Martinique dans les années 86 avec M. Chirac comme Premier ministre et puis M. Doufiac comme ministre des Transports. On a été aussi spectateurs d'une réussite par la libéralisation du ciel avec AOM, rappelez-vous, la libéralisation des charters. On n'était pas 1 million de touristes, nous étions au triple ou au quadruple, il faut le dire, ça a fonctionné pendant un temps. Et puis, nous n'avons pas nécessairement développé le tourisme interne, nous n'avons pas nécessairement eu les bonnes actions à ce moment, mais nous avons vu que cela pouvait fonctionner. Mais comme il y a eu, je pense, beaucoup de tensions et que nous sommes aussi dans une période qui n'est pas très favorable au tourisme, il y a une toute actualité de ce rapport aujourd'hui et je pense qu'il faudrait vraiment s'interroger sur la synthèse. Et demain, il y aura une journée consacrée par le MEDEF au tourisme. Il faudrait vraiment se consacrer sur le véritable positionnement du politique et de l'économique à l'égard de la stratégie touristique. Je suis navrée, ce n'est pas une stratégie décrétée de tourisme vert ou de tourisme durable qui va faire que la destination Martinique ou la destination Guadeloupe vont boomer. Ce sont des chocs fiscaux, ce sont des chocs économiques, c'est toute une stratégie de promotion et de communication assumée à l'égard des touristes dont il va falloir décider. Il faut savoir si on y va
ou si on n'y va pas. Parce que 5% du PIB en termes de tourisme, et je vous le dis parce que j'ai dû vraiment, bidouiller des chiffres, j'ai dû chercher, j'ai trouvé pour la Guadeloupe tout de suite le PIB, et pour la Martinique, il y a beaucoup d'opacité. On ne sait pas au niveau des chiffres de l'aéroport quelle est la segmentation, alors qu'en Guadeloupe, les stades de l'aéroport, enfin de segmentation, sont beaucoup plus transparentes. Il y a une sorte d'opacité, de culture du secret sur le tourisme dont je souhaite parler, parce que d'un côté, on a le politique qui dit à la population non, faut baisser ça. Et puis de l'autre côté, avec les acteurs du tourisme, on est d'accord, on mange des petits fours et ça va bien. Enfin, je caricature bien évidemment, mais il y a cette sorte de double jeu que je ressens dans la stratégie du tourisme martiniquais. Et donc, c'est un challenge de pouvoir ensemble se réunir, ensemble trouver des solutions, s'asseoir autour d'une table et dire de quoi nous avons besoin et ce que nous voulons pour notre tourisme martiniquais. Oui, enfin, c'est la volonté politique, quoi. On en revient au même. Et puis, de la rencontre du politique et de l'économique. Il y a eu une rencontre politique. Enfin, moi, j'ai en mémoire ce qui s'est passé en 2010, quand Serge Letchimy a pris la tête de la région. Il a donné quand même un signal très fort en faveur du tourisme, en nommant Karine Roy-Camille au CMT, qui était une vraie professionnelle. Et c'est peut-être la première fois que le monde politique, à ce moment-là en tout cas, a décidé que le tourisme était un levier pour le développement de la Martinique. Ouais. Et il a assumé. Il a fait, et franchement, il y a une période qui était un peu trop courte, mais où on a senti le rebond. Et c'était peut-être la première fois où le politique et l'économique s'accordaient sur la nécessité de faire du tourisme une priorité. Et ça aurait été bien que cet état d'esprit perdure. Malheureusement, ce n'est peut-être pas le cas. Donc tu es d'accord qu'on en a vu les fruits oui, très rapidement? Clairement. Oui, Eddie. Oui, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas cacher. Peut-être que le politique a sa part de responsabilité, mais les Martiniquais ont pris les choses en main. Hein. Les Martiniquais ont pris les choses en main. C'est-à-dire que tu parles de l'habitat. Ben oui, les Martiniquais, dans les années 2000, l'hôtel, c'était 80% des touristes. Aujourd'hui, c'est 20%. Tout à fait. Les Martiniquais, d'ailleurs, ici, autour de cette table, nous avons 2 représentants de cette économie volontaire. Oui. Et l'attitude, quand tu dis les gens n'aiment pas, c'est pas tout à fait vrai. Les Martiniquais, aujourd'hui, nous, on mesure ça tous les 3 ans. Les Martiniquais disent « vive le tourisme », tout simplement parce qu'ils mettent dans leur poche 265 millions d'euros. C'est ça. C'est-à-dire que quand un pays vit directement d'une source financière très importante, il est d'accord. Donc, en fait, le politique, à mon avis, s'est complètement laissé dépasser à tel point que le politique a arrêté le financement des meublés de tourisme. Ne déposez plus vos dossiers, vous n'aurez plus d'aide. C'est ça la réalité. Donc, je pense que ça, il faut le dire, il faut insister là-dessus. Et si en 2024, le sénateur avait fait ce rapport, effectivement, il aurait parlé de la forte proportion des villas, des meublés de tourisme, classés et non classés, mais n'empêche que la volonté politique sur l'aérien, Eddy, ou sur les financements, ou sur les subventions, reste importante. S'il y avait des hôtels qui fonctionnaient, ça aurait le double. On va parler de choses un peu plus tristes, quoi. Ou tout aussi tristes, microplastique et nanoplastique. J'ai voulu parler de ça parce que c'est vraiment un sujet. C'est vraiment un sujet, Christian. Alors, c'est vrai que la production plastique, elle est reconnue aujourd'hui pour ses impacts à la fois sur l'environnement, mais sur l'humain également. Ouais. Petit élément de base, vous savez que les bouteilles plastiques, c'est la plus grosse pollution qu'il y a au monde. Vous savez que les mers les océans sont bondés d'éléments de pollution. Alors, le plastique, on appelle le microplastique ou le nanoplastique, c'est partout. C'est dans la vie de tous les jours, c'est dans l'environnement, c'est dans l'eau, c'est dans ce qu'on consomme, c'est dans les vêtements. Vous savez, les vêtements en nylon, en polyester, tout ça c'est fait avec du plastique. Avec du pétrole. Et du pétrole, voilà, parce que le plastique, effectivement, prend sa source dans le pétrole. Aujourd'hui, on se rend compte que le plastique est générateur de plusieurs instabilités, plusieurs contaminations, des inflammations, des pathologies graves, des impacts sur le système respiratoire, la baisse de fertilité, des troubles digestifs. On estime aussi que l'individu consomme l'équivalent d'une carte de crédit en plastique voilà, absolument. Chaque semaine, absolument. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs défis. Un premier défi, c'est d'évaluer le niveau de contamination qu'il y a ici. Un deuxième défi, c'est de réduire les utilisations plastiques. Alors là, on vous conseille, on a déjà vu les sachets plastiques
ont les a disparu. éliminés. On conseille dans les domiciles de remplacer les ustensiles en plastique par des ustensiles en verre. En verre. On voit les timbales plastiques. Même cuillère en plastique, elle Oui, lâche tout à fait. elle lâche du plastique parce que tu touilles un plat. C'est impressionnant. On a le sentiment que comme ça avance parce que même dans des soirées, vous avez des cuillères en bois, vous avez des timbales qui sont en carton et non en plastique. Donc, et puis, bien évidemment, les dispositions réglementaires ou juridiques qui peuvent être prises sont combattues par des lobbies. On a vu ça dans le cas des énergies fossiles, comment les lobbies font en sorte que les lois ne soient pas appliquées. Donc ils résistent, mais il n'en demeure pas moins que la question du plastique devient un sujet très important qui devra continuer à être exploré. Voilà. Aujourd'hui, on parle aussi de recyclage plastique. Et d'ailleurs, hier, il y avait un reportage dessus où on posait les problèmes du recyclage, parce que le recyclage qui paraît une solution, mais en général, ça n'élimine pas tout le plastique. Donc, c'est un problème sans fin. Mais en tout cas, c'est l'une des pollutions qui préoccupe les humains aujourd'hui. Ça paraît un peu moins sophistiqué que les problèmes d'économie ou des problèmes mais c'est des problèmes de santé publique et c'est des problèmes énormes. Je voulais en parler, surtout qu'à éloigner, comme nous le sommes, de toute source de production, 80% de notre alimentation arrive ici, et elle arrive ici la plupart du temps dans du plastique. Quoi. Alors, petite parenthèse, les bouteilles d'eau plastique. Parce qu'on achète beaucoup de bouteilles d'eau, mais c'est du plastique aussi. Alors, il est recommandé même de boire l'eau du robinet au lieu d'acheter de l'eau. À la limite. Et tout ce plastique arrive où? À la mer. À la mer. Et donc, les océans, il y a ce qu'on appelle les gyres, qui sont des océans de plastique, mais qui sont de la taille de pays comme la France ou l'Europe. Hein. C'est gigantesque. Et donc, l'enjeu maintenant, c'est d'enlever le plastique des océans. Et donc, il y a une société, on en parlait en off tout à l'heure, qui s'appelle Ocean Cleanup, où travaille d'ailleurs un jeune Martiniquais qui s'appelle Bruno Sainte-Rose, avec Boyan Slat, qui consiste à récupérer ce plastique des océans, et avec une vision économique qui est de recycler ce plastique des océans en objets nouveaux, etc. Donc, c'est un travail qui est très intéressant et très ambitieux. C'est presque reculer pour mieux sauter. Là. Non, Jingle. C'est pas culture, mais c'est musique. Luc Labonne et Mireille Mantelli. Oui, Luc Labonne. Alors, j'ai opté aujourd'hui pour vous parler de cet artiste, Luc Labonne. Alors, Luc, c'est un grand militant de la musique. C'est un très, très bon chanteur. C'est un bon compositeur. Alors, il est originaire du Verpré. C'est un militant tout court. C'est un militant aussi. C'est un militant tout court. Pas de problème. Bon, on va y arriver. Voilà. Alors, je vais faire un petit clin d'œil à ce petit hameau du Roubaix qui s'appelle le Verpré, où il y a beaucoup de musiciens. Thierry Mantelli, Jean-Philippe Mantelli, Patrick Rémil, Jean-Michel Jean-Louis, Jean-Luc Alger, Mireille Mantelli. Donc, le Verpré a produit beaucoup d'artistes. Et Luc est apparu, je pense, je ne me rappelle plus en quelle année, mais avec un album avec Mireille Mantelli. Donc, je vous propose d'écouter le premier succès de Luc, d'ailleurs, c'était son premier titre, il s'appelle Missier Crié. Moi c'est ça café Dewa en toute boîte tous les soirs Quand quitter madame en cala Même si vous savez ça café la peine Elle est souffert, moi elle souffert C'est porté Et moi toujours été Mais je dis moi ni assez Voilà, ça s'est passé vers les années 90. Il est sorti avec ce titre, effectivement, et qu'on n'arrête pas de danser jusqu'à maintenant. Hein, c'est un titre qui fonctionne. Il y a des titres comme ça. Alors, fort de son succès, il s'est lancé. Et puis, il a accompagné beaucoup Ronald Tull. Ils étaient en duo. Ils sont restés pas mal d'années en train de faire des manifestations. Alors, Luc a quelque chose d'original aussi. Luc se met en costume avec des sandales. Ça, c'est son style, comme on dit. Et puis, il a accompagné les frères Bernard à la batelière. Et puis, il a appris le saxo. Et donc, je vais vous faire écouter un deuxième titre qui s'appelle L'amour passionné, qui est également sorti sur un de ses albums. Et puis, le piano.
Alors là, on l'a vu au piano, mais il fait également du saxophone. Ouais. Ok, je profite pour faire un petit clin d'œil à Marie-Josée Gaudier du Casino Batelière, qui accueille beaucoup d'artistes et qui est un lieu qui est très intéressant, qui permet la production de beaucoup d'artistes. C'est une mission, là. Non, mais il faut faire quand même. Oui, tu as raison, Alors, Luc a été un peu dégoûté du pays à un moment, parce qu'il s'est beaucoup battu, et puis bon, Luc c'est un bon qui... impétueux. On passe ça comme un béni, on fait bon, impétueux. Et il est parti. Ouais. Il est parti, il était à la Nouvelle-Calédonie. Il est resté 3 ans peut-être, hein. Et peut-être qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait puisqu'il est retourné au pays. Il a eu le mal du Il a travaillé, il a eu une période assez difficile, il s'est un peu radicalisé, comme tu le sais, Eddy. On va écouter d'ailleurs un titre qui exprime un petit peu son dépit. Il s'appelle « C'est pas faute personne ». Ça, c'est bon, ça. C'est pas faute personne. 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 Si pays a qu'à mort. C'est pas faute personne non plus si mamie peut sortir. Les en la rue, où c'est dit peut marcher, parce que pays a changé. C'est pas faute personne. Les mamans, les papas, trop petits mamans et des rois. C'est pas faute personne si ni agression tout côté. C'est pas faute personne si c'est les plus mauvais, yo qu'à glorier. C'est pas faute personne. C'est pas faute personne. C'est pas faute personne. Donc, à travers cette chanson, on voit bien sa douleur, on voit bien son cri. Hein, de voir le pays en on voit bien, effectivement, et ça date de au moins 3 ans, hein, 2 ans. Voilà. On n'était pas encore dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. En tout cas, Luc, à un moment donné, il s'est dit, je suis musicien, je n'arrive peut-être pas, alors je vais être entrepreneur. Et il a créé à Fort-de-France un lieu de spectacle où il travaillait, où il embauchait des artistes, et il a travaillé pendant jusqu'à au Covid, puisqu'il a eu l'occasion de se rebeller contre le fait que le préfet avait pris des dispositions pour fermer les établissements. On va écouter un 4e titre qui s'appelle « La fille des Salines ». C'est une chanson où, effectivement, je me permets de vous dire qu'il a eu un prix de la SACEM. Ça, c'était avec cette chanson, une belle composition, « La fille des Salines ». Elle marche sur le sable tout mouillé. On pourrait dire qu'elle est, oui, de toute beauté. On dirait une Diane venue des terres sauvages et qu'on ne pourra jamais oublier. Elle continue sa route sans se soucier qu'elle a su mettre de tous côtés. Les hommes sur la plage ont la tête dans les nuages pour avoir croisé la fille des Salines. Hervé en lune de miel n'a pu cacher sa gêne en voyant passer la fille des Salines. Ben, un peu spontanément, je vous dirais qu'il y a des artistes comme ça qui prennent le temps pour faire de belles choses. Ah ouais. Et parfois, on passe à côté. On ne mesure pas suffisamment la profondeur du travail qui est fait par les artistes. Voilà. Mais en tout cas, je peux comprendre effectivement que ça puisse dépiter, ça puisse un peu dégoûter aussi des gens comme Luc Labonne. En tout état de cause, aujourd'hui, il a une nouvelle vie, il s'est remis à composer. Et puis là, il alterne, si vous voulez, l'agriculture et la culture musicale. Parce qu'aujourd'hui, il est sur un terrain au Lamentin où il fait des bananes jaunes, comme il me dit, il fait des produits maraîchers, et puis le soir, il va jouer dans des différents clubs. Donc, je vous invite. Alors, c'est lui aussi l'une des plus belles voix de la Martinique. Hein. Je me réfère à Mario Canonge qui me disait, moi, il y a Raftama, il y a Luc Labonne, il y a Jean-Luc Gouanel. Voilà, ce sont des gens qui ont une capacité de chant qui est extraordinaire. Donc, je vais vous faire écouter son 5e titre qui s'appelle Simplicité. C'est une très, très belle composition également. Elle est tout à fait récente. Nous t'es tellement prend l'habitude de vivre comme nous l'est. C'est comme si la tête pas tes jambes ni assez. Nous toujours prend plus, et ça nous besoin. Si pas arrêter des mains, ça pas qu'à faire rien.
Dis-moi, j'en dis qui ça nous pièce espérer. Yon côté qu'un nous pas jamais respecté. Pourtant tous les jours, il a montré nous. Mon y'a belle, mon y'a douce, c'est ça il a nous. Ferme les yeux, respirer et prends conscience. Mon y'a sa belle, si on vit, ouverture. Ça vaut plus qu'un million. Voilà, c'est très joli ce qu'il fait. Et moi, je vous invite à aller les voir, lui et Michael Mahoney. Parce que moi, j'ai vu un concert il y a pas longtemps. Michael Mahoney, pianiste. Je vous avoue, c'est la meilleure prestation que j'ai vue pendant les vacances. C'était très touchant. Et si Christian Bouton vous dit ça, c'est très touchant, c'est méritant, c'est joli. Il passe dans des clubs, il passe dans... là, je l'avais vu au Sax. Hein. D'ailleurs, je vous invite à aller au Sax de temps en temps, puisque nous programmons de plus en plus, avec d'ailleurs l'aide de Zitata, un certain nombre d'artistes au Sax. Mais soyez attentifs, en tout cas, Luc Labonne, Michael Mahoney, je pense que ça vaut vraiment le coup, parce que c'est de la bonne musique. Très bien. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous sommes exactement dans les temps. Je ne vous remercie pas, parce que vous avez pris tellement de plaisir à faire ça que vous devriez me remercier. Merci Gérard. Je vous remercie beaucoup. Merci, et toute l'équipe, hein, je dis chaque fois leur nom, parce qu'ils le méritent. David, Max, Flore, Mehdi, à la semaine prochaine.